La plupart des parents parlent à leurs enfants de sujets importants comme le sexe, l'alcool et les drogues. Ils leur apprennent à conduire, et même quelques compétences pour avancer dans la vie. Mais un sujet qui semble toujours manquer est l'argent. L'argent est un sujet difficile à aborder avec les enfants, surtout lorsque les parents ont l'impression de ne pas en savoir assez eux-mêmes pour l'enseigner à leurs enfants et qu'ils ont peur d'enseigner les mauvaises choses à leurs enfants. Dans le livre intitulé « Comment faire de votre enfant un génie de l'argent, même si vous ne l'êtes pas », l'auteur Beth Kobliner propose quelques règles à suivre pour parler d'argent à vos enfants. Comme l'explique Kobliner, ces règles sont plutôt des lignes directrices à garder à l'esprit. L'objectif n'est pas d'être un sergent instructeur en matière financière avec vos enfants, mais plutôt de les garder à l'esprit et de les utiliser lorsque l'occasion se présente. Comme le dit Kobliner, la plupart des apprentissages se font dans les moments d'apprentissage quotidien. Voici donc quelques règles pour faire de votre enfant un génie de l'argent. Numéro 1. Commencez plus tôt que vous ne le pensez. Des chercheurs de l'Université du Wisconsin à Madison rapportent que de nombreux enfants, dès l'âge de 3 ans, sont capables de comprendre des idées économiques telles que la valeur et l'échange, bien que de manière très rudimentaire à cet âge, ils sont capables de retarder la gratification et de faire des choix. Les enfants de cet âge sont avides et capables de comprendre beaucoup de choses, parfois plus que nous. Cet âge peut être une excellente occasion de leur apprendre d'où vient l'argent et comment payer les choses, en particulier lorsqu'ils jouent. Cela peut les aider à comprendre le concept d'argent et le fait que les choses ont une valeur monétaire. C'est un âge idéal pour enseigner le concept de patience. Il existe une expérience célèbre appelée « test de la guimauve », dans laquelle de jeunes enfants recevaient une guimauve en leur disant que s'ils ne la mangeaient pas tout de suite, ils en recevraient une deuxième. Ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs ont suivi ce groupe d'enfants pendant des décennies et ont découvert que les enfants qui avaient attendu une deuxième guimauve, avaient beaucoup mieux réussi à l'âge adulte. Ils avaient de meilleures relations, atteignaient des niveaux d'éducation plus élevés et gagnaient plus d'argent en moyenne. La bonne nouvelle est que les patients en ratification différée peuvent être enseignés. Et cela peut se faire de plusieurs façons, à la caisse, à l'épicerie ou dans la voiture en allant au parc. Une bonne méthode consiste à leur rappeler qu'il y a une lumière au bout du tunnel, et qu'ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent s'ils sont patients, et à leur montrer des façons amusantes de se distraire, pour que le temps passe plus vite. C'est l'âge idéal pour commencer à économiser de l'argent ensemble, que ce soit pour une raison précise comme l'achat d'une pizza ou une sortie au parc aquatique. Cela peut être une bonne pratique pour enseigner l'importance d'économiser de l'argent en le faisant réellement ensemble. Deuxièmement, adapter le programme à l'âge des enfants. Selon Madame Kobliner, il est important d'adapter le message au niveau de l'âge des enfants. Apprendre aux enfants d'âge préscolaire que l'argent a une valeur. Leur apprendre d'où vient l'argent, qu'il peut être échangé contre des objets et qu'il faut commencer à prendre l'habitude d'épargner peut être un moyen simple, mais efficace, de leur inculquer de bonnes habitudes financières. Pour un élève de l'école élémentaire, l'enseignement du concept de coût d'opportunité et du fait que, parfois, il doit arrêter de dépenser de l'argent pour acheter le sac de Doritos quotidien, afin de pouvoir économiser de l'argent pour payer le jouet qu'il veut. C'est à cet âge que les enfants commencent à être fascinés par l'idée de gagner de l'argent pour pouvoir faire des petits boulots, ou des travaux supplémentaires à la maison en dehors des tâches ménagères. C'est aussi l'âge idéal pour enseigner le concept d'intérêt, et la façon dont certaines banques protègent votre argent tout en vous donnant un petit pourcentage gratuit. Au collège, cela peut être une bonne idée d'enseigner l'importance de toujours avoir de l'argent sous la main, ou comme le dit Kobliner, il n'est jamais bon de ne pas avoir d'argent. C'est bien pour un enfant d'économiser de l'argent pour acheter un article, mais il faut se concentrer sur le fait de ne pas dépenser chaque centime pour cet article. Si un achat fait disparaître tout son compte en banque, il est préférable d'attendre et d'économiser un peu plus avant. C'est au lycée que l'on peut commencer à gagner de l'argent et à épargner pour les étapes importantes de leur vie, comme l'université. Les recherches montrent que les enfants dont les parents assument la totalité du coût de l'université obtiennent des notes inférieures à celles des enfants qui participent aux frais. Bien que la raison n'en soit pas claire, la théorie la plus acceptée est que lorsqu'un enfant sent qu'il a sa part de responsabilité, il est plus motivé pour en profiter pleinement. C'est aussi le moment pour apprendre aux enfants la réalité des impôts.
En général, c'est à ce moment-là que les enfants commencent à trouver un emploi et à recevoir un salaire, c'est donc le moment idéal pour leur expliquer pourquoi leur salaire sera moins élevé que prévu. C'est à ce moment-là que nous pouvons enseigner les déductions qui peuvent être utilisées, avant que le gouvernement ne prélève des impôts, comme les contributions 401K, l'assurance maladie, ou tout compte de dépenses flexible. Nous pouvons également enseigner qu'il peut être judicieux de cotiser à un plan 401K, au moins autant que l'employeur est prêt à verser. Du fait qu'il s'agit essentiellement d'argent gratuit. Nous pouvons également enseigner qu'il existe généralement 3 types d'impôts qui sont déduits de leur salaire. L'impôt sur le revenu, qui est fédéral, régional et parfois local, et qui aide le gouvernement à financer les écoles, les autoroutes, etc. Ils paieront également des impôts sur la sécurité sociale et médicale. Il est important qu'ils comprennent la différence entre le salaire brut et le salaire net. Le salaire brut est le montant que vous gagnez avant que les impôts ne soient prélevés. Le salaire net est le montant que vous recevez après déduction des impôts et autres déductions. C'est là que nous pouvons parler d'investissement, d'intérêts composés et des avantages de la constitution d'un fonds d'investissement. Par exemple, s'il investit $500 dans un compte d'investissement comme un Roth IRA ou un fonds indiciel à l'âge de 16 ans, avec un taux de croissance de 8%, à l'âge de 65 ans, ces $500 se transformeront en plus de $20 000. En adaptant ces sujets à l'âge de l'enfant, on peut l'aider à prendre plaisir à apprendre l'argent au lieu de se sentir dépassé par cette idée. Troisièmement, utiliser des anecdotes. Pour la plupart des gens, les enfants apprennent mieux lorsque nous utilisons des anecdotes pour faire passer un message, et ce n'est pas différent avec l'argent. De nombreux parents savent que lorsqu'ils se mettent en mode conférence, leurs enfants ont tendance à faire la sourde oreille ou, pire encore, à faire le contraire de ce qu'on leur dit. Si vous racontez à votre enfant lycéen qu'une de ses amies n'a jamais eu un bon appartement pour y vivre, parce qu'elle a accumulé des dettes de cartes de crédit en faisant trop de shopping l'année précédente, l'impression sera plus durable que si vous lui disiez simplement que les dettes de cartes de crédit sont mauvaises. Les histoires peuvent montrer comment les décisions entraînent des conséquences, sans donner l'impression de faire la morale. Et les histoires ont tendance à rester dans l'esprit des enfants bien mieux que de simples informations. Quatrièmement, utiliser des chiffres réels. Nous avons tendance à nous souvenir des exemples plutôt que des simples concepts. Dire à un enfant qu'il est important de mettre de l'argent de côté pour sa retraite, est plus facile à oublier que si vous lui dites que s'il investit $300 par mois, sur un compte de retraite à partir de 18 ans, il aura plus d'$1 million à 65 ans. Le mot « $1 million » attire inévitablement l'attention du lycéen et lui donne une impression plus forte de l'importance d'épargner pour la retraite. Numéro 5. Ne parlez pas trop de votre passé financier. Des études montrent que les enfants dont les parents partagent les détails de leur consommation passée de drogue ou d'alcool sont plus susceptibles d'adopter ces comportements de la même manière. Le fait de raconter à vos enfants la fois où vous avez vidé votre compte en banque pour partir en voyage avec votre petit ami peut en fait glorifier ce comportement. Même si vous essayez de leur dire que c'était une mauvaise idée. La plupart d'entre nous ont pris de mauvaises décisions financières à un moment donné de leur vie, mais il n'est pas nécessaire que vos enfants le sachent. Numéro 6. Identifiez votre bagage financier, puis laissez-le derrière vous. Pour beaucoup de gens, leurs parents ne leur ont jamais enseigné l'argent ou leurs habitudes financières sont le résultat du comportement de leurs parents, qu'ils copient les habitudes financières de leurs parents ou qu'ils fassent exactement le contraire. De nombreuses personnes rejettent la responsabilité de leurs habitudes financières sur leurs parents, bien qu'il soit toujours bon de savoir comment vos parents géraient l'argent et comment cela a affecté votre comportement financier, ce n'est pas une bonne idée de s'en servir comme excuse pour expliquer vos mauvaises habitudes financières ou pire, pour éviter d'en parler à vos enfants. Comme le dit Kobliner, identifiez votre bagage financier, puis laissez-le derrière vous. Abordez l'argent de manière positive, même si ce n'est pas facile au début, pour éviter de transmettre ce sentiment négatif à vos enfants. Septièmement, gardez les disputes sur l'argent loin de vos enfants. Des chercheurs ont découvert que les étudiants de l'université dont les parents se disputaient régulièrement au sujet de l'argent lorsqu'ils étaient plus jeunes, étaient 3 fois plus susceptibles d'avoir une dette de carte de crédit d'au moins $500, ou plus que les enfants dont les parents gardaient la paix financière.
Il est très probable que vous et votre partenaire ne soyez pas d'accord sur toutes les décisions financières. Mais il est important de protéger les enfants des gros désaccords financiers. Une bonne idée est de créer un temps d'arrêt pour que les parents puissent discuter des décisions financières. Et si la question concerne les enfants, par exemple, vous pouvez simplement leur dire « Nous ne sommes pas encore sûrs de pouvoir payer cela. Nous allons en discuter et nous reviendrons vers vous. » Cela peut leur montrer que vous prenez le temps de prendre ces décisions de manière logique plutôt qu'émotionnelle. Numéro 8, n'essayez pas de suivre les Jones ou les Kardashians. Il est naturel de faire des apparitions avec d'autres personnes, et le fait de vivre dans une culture axée sur la consommation et les médias n'aide pas. Néanmoins, il est important de lutter contre l'envie de comparer les choix financiers de votre famille avec ceux de n'importe qui d'autre, en particulier dans le champ d'audition de vos enfants. Les recherches montrent que la comparaison des aspects de leur vie financière avec ceux des autres rend les gens généralement moins heureux, surtout dans le monde des médias sociaux où nous pouvons facilement voir ceux qui ont une meilleure vie financière ou qui semblent en avoir une meilleure. Il s'agit d'un piège particulièrement dangereux si vous voulez apprendre à vos enfants à éviter le piège de suivre ou de regarder de haut, leurs amis ou leur famille. Évitez vous-même ce comportement. Neuvièmement, il n'est pas nécessaire que les enfants sachent lequel des deux parents travaille. Si vous et votre partenaire travaillez tous deux à temps plein, évitez de discuter de qui gagne le plus. Le fait d'indiquer le montant de ce que maman et papa gagnent peut envoyer le message, surtout aux jeunes enfants, que la contribution d'un parent est plus importante. Si l'un des deux est un parent au foyer, il peut être utile d'enseigner la valeur de l'éducation au foyer et de préciser que c'est aussi un travail, et qu'il est préférable qu'un parent le fasse au lieu de payer quelqu'un d'autre pour le faire. En général, il est préférable de faire preuve d'unité. Nous sommes une équipe, nous travaillons ensemble et il importe peu de savoir qui gagne quoi. Numéro 10, n'affichez pas vos mauvais comportements financiers devant vos enfants. Ce point peut sembler évident, mais il peut être très facile à dire. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, comme une excuse pour les mauvaises habitudes financières. Même si vous n'êtes pas parfait. Il est important de ne pas donner l'exemple en matière de mauvaises habitudes financières. Faire de son mieux pour mettre de l'ordre dans sa propre vie financière et avoir un bon état d'esprit en matière d'argent peut envoyer un message plus puissant que de simplement en parler. Très bien, les gars. C'était un résumé rapide du livre Faites de votre enfant un homme de génie même si vous ne l'êtes pas, par Beth Kobliner. Ce livre contient beaucoup d'informations qu'il est impossible de tout détailler dans une seule vidéo. Je vous recommande donc vivement de le lire. Si vous avez des enfants maintenant, faites-moi savoir dans les commentaires, quelle idée de ce livre a le plus résonné avec vous, et quelles idées avez-vous pour aider les enfants à apprendre sur le sujet de l'argent. Je vous remercie toujours d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.